Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition. Restez avec nous jusqu'à son terme. À l'aune de l'actualité, le trajet entre Antananarive et Muramang a duré plus de 10 heures hier, contre seulement 3 heures en temps normal. Cette situation est due à un important embouteillage survenu à Manjak. Jusqu'à présent, la circulation n'est pas totalement rétablie et les usagers de la RN2 continuent de faire face à de nombreuses difficultés. Antoniane Martina pour plus de détails. La file d'attente pour prendre un taxi-brousse à destination d'Antananarive s'étend jusque sur la route au niveau de cette coopérative de Muramang. Aucun véhicule n'est arrivé, ce qui explique cette longue attente des voyageurs souhaitant rejoindre la capitale. Selon les explications recueillies, tous les véhicules qui devaient assurer le transport sont restés bloqués sur la route nationale 2 depuis la nuit jusqu'à ce matin. Un embouteillage d'une ampleur exceptionnelle s'est produit sur la route nationale 2 entre Manjak et Muramang. La situation s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui à la suite d'un camion en panne qui obstruait la chaussée. Le trajet entre Antananarive et Muramang prend désormais près de 10 heures alors qu'il dure habituellement environ 3 heures et demie. Les usagers de la route expriment leur exaspération. Ce n'est pas la première fois que la route nationale 2 connaît ce type de désagrément. Ces derniers temps, les incidents se multiplient. Les usagers appellent les autorités à prendre leurs responsabilités et à mettre en place des solutions durables afin d'éviter de nouvelles perturbations de la circulation. Des baobabs majestueux, des rivières à traverser et un paysage naturel unique au monde. Embarqués pour un voyage dans l'ouest de Madagascar, de Murundaf au Tsing de Bemara dans ce reportage sur les images issues du compte Facebook d'Eric Antonio Ranjanarmanan. Situé à 217 km de Murundaf, capitale de la région Menabe, les Tsing de Bemara nécessitent environ 2 jours de trajet. La première étape relie Murundaf à Bekupak sur une distance de 200 km avec près de 10 heures de route. Le deuxième jour est consacré au trajet entre Bekupak et les Tsing, situés à environ 17 km. Le parcours traverse des pistes de terre et comprend notamment la traversée du fleuve Tsirebine. Tout au long du voyage, les paysages exceptionnels de Madagascar se succèdent, de vastes plaines, des forêts sèches, mais aussi les habitants rencontrés en chemin, connus pour leur accueil chaleureux et leur sourire. Les Tsing de Bemara figurent parmi les sites que les Malagasy devraient découvrir. Toutefois, cette aventure demande une certaine condition physique, car la visite nécessite d'aimer la marche et les activités sportives. Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1990, les Tsing de Bemara sont constitués d'une forêt de roches aux pointes acérées, façonnées par les transformations naturelles durant plusieurs millions d'années. Certaines formations rocheuses dépassent même une centaine de mètres de hauteur. Ce site abrite également une biodiversité exceptionnelle avec plusieurs espèces animales et végétales, notamment des lémuriens, des oiseaux et près de 650 espèces de plantes. Ce lieu nous rappelle que la nature malagasy est un trésor précieux qu'il faut préserver afin que les générations futures puissent également en profiter. Selon les informations, environ 40 véhicules 4x4 viennent visiter le site chaque jour durant les périodes de vacances. Et pour un groupe de 4 personnes souhaitant visiter les Tsing de Bemara, il faut prévoir un budget d'au moins 1 million d'ariary, voire davantage. Toujours un reportage sur les images de Eric Antonio Ranjanarmanan. Pour un déplacement avec un véhicule personnel au départ de Murundaf, il faut prévoir environ 50 litres de carburant pour l'aller-retour, selon la consommation du véhicule. Cela représente un coût d'environ 255 000 ariary pour l'essence ou 243 000 ariary pour le gasoil. Pour ceux qui optent pour la location d'un véhicule tout-terrain, le tarif varie entre 300 000 et 400 000 ariary par jour. Le circuit nécessitant généralement 3 jours, le coût de la location s'élève entre 900 000 et 1 200 000 ariary.
Il faut également prévoir la traversée en bac, 70 000 arrières par voiture. Côté hébergement, les chambres doubles sont proposées à partir de 20 000 arrières la nuit, tandis que les bungalows sont accessibles à partir de 50 000 arrières. Pour un séjour de 2 nuits, il faut donc prévoir un budget compris entre 40 000 et 100 000 arrières. Pour les repas, un groupe de 4 personnes devra compter environ 500 000 arrières. Enfin, les frais d'entrée et de visite des Tsing varient selon le circuit choisi. Pour 4 personnes, ils s'élèvent entre 135 000 et 330 000 arrières. Pour 7 personnes, le coût est compris entre 165 000 et 370 000 arrières. 4 circuits sont proposés aux visiteurs: le petit Tsing, le petit Tsing combinaison, le grand Tsing et le circuit exceptionnel. Dans un tout autre sujet, les forces de l'ordre de la région Vakna Karach ont démantelé un réseau de malfaiteurs responsables de plusieurs cambriolages perpétrés ces derniers temps à Antsirabe. L'enquête déclenchée à la suite de l'interpellation d'un premier suspect a permis l'arrestation de 10 de ses complices. Les membres de cette bande ne faisaient aucune distinction quant à leur cible. Ils dérobaient aussi bien les biens des ménages que les ébus. Jameson Ranjanarman de Viva Antsirabe pour plus de détails. Les forces de l'ordre à Antsirabe ont démantelé un réseau de cambrioleurs impliqués dans plusieurs attaques et cambriolages commis dans différents endroits de la ville. Les malfaiteurs s'en prenaient à toutes sortes de biens, sans distinction, allant des objets de valeur dans les habitations jusqu'aux ébus. Au total, 11 individus ont été arrêtés dans le cadre de cette opération et déférés devant la justice. Par ailleurs, les enquêtes menées par les forces de l'ordre se poursuivent concernant les différents cas d'insécurité enregistrés dans la région Vakna Karach. Elles lancent un appel à la population afin de fournir des informations fiables et en temps opportun permettant de prévenir les actes criminels et d'identifier leurs auteurs. Côté sport, la délégation malagasy ayant participé aux champions du monde de pétanque en Espagne arrivera au pays demain. Pour rappel, Madagascar a décroché le titre de champion du monde en doublette mixte dans la catégorie junior des moins de 18 ans. Narsou Razakassan et Michel Rakoutsan. À titre de rappel, le drapeau malagasy a une nouvelle fois flotté en Espagne grâce au Sacre mondial de Madagascar en doublette mixte. L'équipe nationale composée d'Elio, Clarito, Noumen et Namenu a une fois de plus confirmé la réputation de Madagascar comme l'une des grandes nations de la pétanque. Dans l'épreuve en triplette, le parcours des Malagasy s'est arrêté en demi-finale après une défaite serrée face à la France sur le score de 13-11. En revanche, dans la catégorie doublette mixte, nos compatriotes ont parfaitement maîtrisé leur finale en s'imposant 13-6 face à l'Espagne. La délégation malagasy est attendue à Madagascar demain. Et puis la région Atsnanan a participé à 2 disciplines, à savoir le basketball et le football, lors de la compétition ASIEF destinée aux agents de l'État. L'équipe de la SMMC s'est particulièrement illustrée en réalisant un doublé lors des finales de basket. Elle se prépare désormais à affronter la compétition nationale qui se tiendra à Manakar. Les détails. L'équipe de la SMMC a remporté tous les titres de la région Atsnanan en basketball dans le cadre de l'ASIEF, compétition sportive réservée aux agents de l'État pour l'année 2026. Lors des finales, la SMMC s'est imposée face à la SCUT sur le score de 52-49 chez les vétérans. Chez les seniors, l'équipe de la SMMC a battu celle de la Gendarmerie nationale sur le score de 56-35. Un doublé donc pour la SMMC lors de cette phase régionale de l'ASIEF en basket. Les équipes qui représenteront la région Atsnanan sont déjà prêtes pour la phase nationale prévue à Manakar du 17 au 29 août. À noter que sur les 17 disciplines prévues dans le cadre de l'ASIEF 2026, la région Atsnanan a participé à 2 d'entre elles, le foot et le basket. Cette année, 13 entreprises et organismes ont pris part à la compétition.
Dans la page culturelle, Rakut Navour et Jimmy Hilarion, connu sous le pseudo de Lejim 415, a été élu président du conseil d'administration de l'Office malagasy du droit d'auteur, OMDA, à l'issue de l'élection tenue le 6 août 2026. Cette journée a également été marquée par la première réunion des membres composant le conseil d'administration de l'OMDA, au cours de laquelle les comptes administratifs et financiers ont été approuvés. Docteur en ethnomusicologie, Lejim 415 prend ainsi la présidence du conseil d'administration de l'OMDA. Pour rappel, le conseil d'administration de l'OMDA est composé de représentants de la primature, du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, du ministère de l'Économie et des Finances, des représentants des auteurs, des représentants des musiciens, des représentants des éditeurs, ainsi que l'OMDA. Et comme on est vendredi, découvrez dans ce reportage les rendez-vous du week-end avec Ratramanazatouf. Pour ce vendredi soir, plusieurs rendez-vous culturels sont proposés aux amateurs de divertissement. Au Piment Café Beorirk, retrouvez Tulch et Ouni, un duo vocal unique accompagné des guitares de Nar et Eric Rasson à partir de 20h30. Un cabaret solidaire réunissant Riza Ramanatwan, Luc et Maïr est également prévu à l'Aqua-Restaurant Ivange à partir de 20h. Toujours à 20h, le Delta Hotel accueillera un cabaret avec le groupe Zozobi. Demain samedi, à partir de 14h, l'album inaugural du STK Bossar Kelfia Danan sera présenté à Livkulan Alakeli. Pour cette occasion, Soulou Anjana Soul sera également présent aux côtés du groupe. À partir de 15h, Ravour Abonarsan proposera une exposition musicale à la salle d'œuvre catholique Antanmen. Les amateurs de rock pourront quant à eux assister au cabaret du groupe Mania au Garage Rock Café 67 hectares à partir de 19h. Dans l'univers du métal également, le rendez-vous True Metal Never Dies se tiendra le dimanche 9 août à la résidence Ficina Manches. Voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. L'Ukraine intensifie ses attaques de drones sur le territoire russe en visant notamment des centres logistiques. Un nouvel incendie s'est déclaré ce jour dans un entrepôt à Ekaterinbourg dans l'Oural après la chute de 3 drones sur le toit du site. France 24. L'actualité, ce sont également ces échos de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Pas un jour sans bombardement de part et d'autre. Emmanuel Chaz est en direct avec nous depuis Kharkiv, en Ukraine. Emmanuel, l'Ukraine concentre ses frappes sur des centres logistiques sur le territoire russe. Oui, tout à fait. Alors, ça fait plusieurs semaines déjà que nous avons pratiquement tous les jours des nouvelles d'un centre logistique Wildberries. C'est un peu l'équivalent russe d'Amazon qui part en fumée suite à des bombardements ukrainiens. Le dernier en date, c'est l'entrepôt de Yekaterinbourg. Ça se situe à environ 2000 km de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Donc, ça montre les capacités de frappe en profondeur des drones ukrainiens, des armes ukrainiennes de longue, de moyenne portée. Alors, selon le commandant en chef des systèmes de drones de l'Ukraine, Robert Brovdi, dit Magyar, qui parlait il y a quelques jours de ces frappes sur les 15 centres logistiques, donc moins celui de Yekaterinbourg, qui ont été touchés. 13 ont été complètement détruits. Alors, qu'est-ce que ça représente pour la Russie qui utilise ces centres logistiques à des fins militaires également? Eh bien, en tout, il y a environ 200 de ces centres en Russie, sauf qu'il y en a seulement une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine, d'une taille très conséquente. Donc ça représente environ 15-16% d'incapacité de ces centres à fonctionner normalement. Le but pour l'Ukraine avec ces frappes, évidemment, c'est de tenter d'amoindrir la capacité financière de la Russie, de gripper ces voies logistiques qui viennent à approvisionner l'armée
notamment. Et puis surtout, ça fait réagir la population russe qui, via des problèmes d'approvisionnement via ces centres, eh bien, se rendent compte des conséquences de la guerre russe contre l'Ukraine dans leur vie quotidienne. Alors, on vient de parler donc des frappes ukrainiennes sur le territoire russe, mais la Russie poursuit ses bombardements. Et au-delà du bilan humain, Emmanuel, il y a également un impact non négligeable sur la culture ukrainienne. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que les lendemains de frappe, on compte surtout les morts, les blessés. Ça, c'est la tragédie humaine, le drame humain auquel sont confrontés les Ukrainiens de façon quotidienne. Et puis il y a une autre tragédie pour eux qui se joue, c'est celle des frappes qui atteignent directement l'identité ukrainienne. Ici, dans la région de Kharkiv, il y a quelques jours seulement, lors de la nuit du 1er août, il y a un entrepôt qui était utilisé par plusieurs maisons d'édition qui a été ciblé par une frappe russe. Il y a eu plus de 8 millions de livres détruits. Alors, on peut se dire, bon, ce n'est pas une vie humaine. En revanche, 8 millions de livres sur une production annuelle en Ukraine de 25 millions de livres, ça représente une quantité énorme. Alors, parmi ces livres, il y a qui sont de langue ukrainienne, il y a des romans, des essais, mais il y a aussi des manuels scolaires. Nous sommes à un mois environ, un peu moins de la rentrée scolaire. Il va falloir réimprimer des manuels de toute urgence. Et pour les Ukrainiens, il s'agit ici d'une stratégie assumée de la Russie, finalement, de détruire une partie de l'identité ukrainienne. Emmanuel Chaz, en direct de Kharkiv. Merci Emmanuel pour toutes ces explications. Route bloquée, checkpoint fermé, déplacement ralenti. Après chaque nouvel épisode de violence, les restrictions de circulation se renforcent en Cisjordanie occupée. France 24 a suivi un ambulancier confronté quotidiennement aux barrages et aux détours dans ce territoire verrouillé par l'Israël. France 24. Sur cette route, le 27 juillet, une femme palestinienne enceinte de 6 mois fait une fausse couche. Puis, elle est arrêtée au checkpoint pendant qu'elle se vide de son sang. Bachar Mouhammar est l'ambulancier qui transportait la jeune femme. Quand on est arrivé, c'était fermé, là où il y a les ambulances ici. Les soldats se trouvent dans ce mirador en haut. Bien sûr, l'armée n'est descendue de la tour qu'après un long moment. Puis quand on est entré ici, ils nous ont retenu une demi-heure. On est entré ici, cette barrière était fermée. Ils nous ont laissé une demi-heure coincés entre ces deux barrières. Le fœtus était mort, il est sorti dans la poche amniotique. La femme avait aussi une hémorragie et elle a perdu connaissance. Très vite, on s'est mis à la prendre en charge, mais l'armée nous a obligés à couper le moteur de l'ambulance. On a arrêté l'ambulance, tous les appareils se sont arrêtés. Il y a des équipements ici qui fonctionnent grâce à l'alimentation électrique de l'ambulance. Les appareils médicaux se sont arrêtés. Plus de moniteurs, plus d'oxygène, plus rien. C'est ici que vit la femme qui a perdu son bébé et qui souhaite rester anonyme. 5 jours après sa fausse couche, elle se remet encore difficilement. Sabrine est la sage-femme qui l'a accouchée chez elle et c'est elle qui lui a ensuite sauvé la vie dans l'ambulance. Elle raconte son interaction avec un soldat au checkpoint. J'ai dit au soldat qu'il fallait qu'on aide la mère pour qu'elle ne meure pas. Il ne m'a pas écouté, il a levé son arme vers moi, m'a dit de retourner dans l'ambulance. Alors j'ai eu peur, j'y suis retournée, j'ai tout fait pour garder la patiente éveillée. Et après une demi-heure, ils nous ont ouvert la barrière. On a enfin pu atteindre l'hôpital, grâce à Dieu. Mais malheureusement, elle avait perdu beaucoup de sang. Arrivée à l'hôpital Rafidia de Naplouse, la jeune femme est prise en charge par la docteure Racha Al-Hammouz pendant 24 heures. Depuis 3 ans, nous souffrons dans toute la Cisjordanie du problème des checkpoints et des barrières. Bien sûr, cela a eu un impact sur la capacité des femmes et plus généralement des patients à accéder aux hôpitaux. Et cela affecte aussi l'arrivée des équipes médicales. Tout ça a évidemment des conséquences négatives sur le fonctionnement de l'hôpital, tant du point de vue médical que des soins infirmiers. Nous avons contacté l'armée israélienne qui affirme que le personnel de l'ambulance n'avait pas effectué la coordination préalable requise avant son arrivée au checkpoint. L'armée dit qu'elle n'a aucune intention de retarder les soins médicaux et les évacuations sanitaires.
Et pour terminer, en Argentine, les manifestations contre le projet de loi de Javier Milei sur la propriété privée se poursuivent et se durcissent. Dans la capitale, Buenos Aires, les heurts ont eu lieu entre la police et des manifestants alors que le projet de loi était examiné au Sénat. France 24. La foule repoussée à coups de canon à eau, de gaz lacrymogène. À Buenos Aires, en Argentine, la police disperse les manifestants réunis par milliers ce jeudi, alors que le Sénat poursuivait l'examen d'un projet de loi visant à simplifier et étendre l'accès à la propriété privée. Malgré le retrait de certaines mesures impopulaires, la colère est toujours là. Nous sommes ici parce que le gouvernement et les vendus qui l'accompagnent veulent vendre notre pays. Ce qu'ils veulent avec cette loi, c'est que l'Argentine cesse d'appartenir aux Argentins. Ce projet de loi baptisé « Inviolabilité de la propriété privée » prévoit de faciliter les expulsions en cas d'impayés et de rendre l'expropriation d'un bien par l'État plus compliquée. Il prévoyait aussi de relever de 15 à 25% la part de terres stratégiques pouvant appartenir à des étrangers. Mais cette mesure a été retirée par manque de soutien politique au Parlement. Derrière l'idée de ce projet du gouvernement Milei, attirer de nouveaux investisseurs étrangers pour capitaliser sur ces terres riches en lithium, en cuivre par exemple. Une logique ultralibérale défendue par le parti au pouvoir lors de l'examen du texte. Cette loi sur l'inviolabilité de la propriété privée vise effectivement à garantir que la propriété privée inscrite dans cette constitution ne soit pas violée. Et que l'État comprenne que son but est de protéger et de défendre, et non d'intervenir et de contrôler. Ce projet doit encore être examiné par la Chambre des députés avant d'être adopté. En Argentine, en 2025, près de 5% du territoire, l'équivalent de la surface de l'Angleterre, appartenait déjà à des étrangers selon un rapport de l'Observatoire des terres. Cette part dépasserait même les 15% dans certaines régions riches en ressources. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Bonne soirée à tous.